La neige se moque de la haute société. Elle se fiche des dots, des titres ou des réputations ruinées. Elle se contente de geler tout ce qui est laissé dehors. Quand Rowan, le duc de Rothwell, a trouvé une femme grelottant dans une congère, près d'une chapelle abandonnée, il s'attendait à une mendiante. Au lieu de cela, il a trouvé une mariée. Pas n'importe quelle mariée. La future épouse de l'homme qu'il méprisait le plus au monde. Il aurait dû passer son chemin, mais il s'est arrêté. Et ce choix a tout changé. Le vent qui hurlait sur les landes du Yorkshire ressemblait à un animal à l'agonie. C'était un son brutal, indifférent. Rowan a resserré le col de son lourd manteau de laine. Il a poussé son cheval hongre à avancer dans la neige qui lui arrivait aux genoux. Il n'avait rien à faire dehors en plein blizzard. Il était le duc de Rothwell. Un homme qui possédait assez de charbon et de bois pour alimenter ses cheminées jusqu'au siècle prochain. Mais le toit d'un de ses locataires s'était effondré sous le poids de la glace. Et Rowan n'était pas homme à laisser les siens à la merci d'un monde brisé. Il préférait les problèmes concrets. Un toit effondré pouvait être réparé avec du bois, des clous et du travail. La nature humaine était bien plus compliquée. Et il avait appris depuis longtemps à l'éviter. Son chemin de retour vers Rothwell Hall le faisait passer devant les ruines en pierre de l'ancienne église paroissiale. C'était une structure sombre et vide. L'aristocratie locale l'utilisait parfois pour des mariages intimes et pleins de charme. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un simple coupe-vent. Rowan a failli ne pas la voir. C'était une masse blanche sur une autre masse blanche. Elle était recroquevillée près des grilles en fer rouillé. Si son cheval n'avait pas pris peur au bruissement soudain de la dentelle raidie par le gel, Rowan serait passé sans s'arrêter. Il a tiré sur les rênes. Le cheval a piétiné, soufflant des panaches de vapeur par ses naseaux. Rowan a plissé les yeux face au grésil cinglant de la dentelle. Il est descendu de cheval. Ses bottes crissaient sur la croûte de glace. Il s'est approché lentement de la forme. C'était une femme. Elle était recroquevillée en boule. Ses bras entouraient ses genoux. Sa tête était baissée. Elle portait une robe de soie ivoire et de tulle délicat. C'était une tenue faite pour la lueur des bougies et le champagne, pas pour les morsures glaciales d'un hiver du Yorkshire. Le tissu était collé à sa peau, raidi par le gel. « Madame », a dit Rowan. Sa voix a été étouffée par le vent. Il s'est accroupi à côté d'elle. Il a tendu une main gantée de cuir épais et a touché son épaule. Elle n'a pas tressailli. Elle était rigide. Rowan a juré à voix basse. Il a attrapé son épaule et l'a tirée en arrière. Sa tête a basculé. Il connaissait ce visage. Genevieve Winslow. Rowan la fixait, le vent lui mordant les joues. Genevieve Winslow, la fille du comte de Carlisle, lourdement endettée. Et depuis midi aujourd'hui, la mariée de Lord Nathaniel Whitmore. Whitmore. Ce nom avait un goût de cendre dans la bouche de Rowan. Nathaniel Whitmore était un lâche habillé de costumes coûteux et sur mesure. C'était l'homme qui avait escroqué une fortune au jeune frère de Rowan, dans une affaire de transport maritime truqué. Il avait laissé le garçon face à la prison pour dette. Un sort que son frère n'avait évité qu'en se mettant un pistolet dans la bouche. Rowan avait juré de ruiner Whitmore. Il avait passé les 4 dernières années à racheter discrètement les dettes de Whitmore. Il acculait ses investissements, étouffant son rival. Ce mariage avec la jeune Winslow était censé être le salut de Whitmore. Sa famille avait un titre ancien et une petite réserve cachée de terre non grevée. C'était une transaction. Du sang contre de l'argent. Pourtant, elle était là, la mariée, abandonnée dans la neige. Rowan a regardé autour de lui. Les traces de calèche étaient déjà comblées par la neige, mais les sillons profonds indiquaient qu'un véhicule était parti dans une hâte violente. Whitmore avait pris la fuite. Il l'avait laissé devant l'hôtel, ou peut-être devant les portes. Peu importe. Il l'avait laissé mourir de froid. Les lèvres de Genevieve étaient d'un bleu terrifiant. Sa peau avait la couleur du lait écrémé. Sa respiration était faible. Un râle à peine perceptible dans sa poitrine. L'esprit de Rowan fonctionnait avec une précision froide. S'il la laissait ici, elle serait morte dans 1 heure. Whitmore retournerait à Londres. Il inventerait un mensonge sur la mariée qui ne s'est pas présentée. Et il jouerait la victime. Si Rowan la ramenait à sa famille, le scandale détruirait les Winslows avant le matin. Une mariée abandonnée, ramenée à moitié morte en pleine tempête. Les vautours de la haute société ne laisseraient rien d'eux. Il a de nouveau regardé son visage. Elle avait une mâchoire volontaire. Même à moitié gelée,
Ses traits exprimaient une certaine obstination. Elle ne méritait pas ça. Personne ne méritait d'être jeté comme un déchet. Rowan a retiré son lourd manteau. Il n'a pas hésité. Il a enroulé la laine épaisse et rêche autour de son corps tremblant. Il l'a soulevée dans ses bras. Elle ne pesait rien. Juste des os creux et de la soie abîmée. Il l'a hissée vers son cheval. L'Ongre a fait un pas de côté, nerveux face à ce fardeau étrange. « Doucement !» a aboyé Rowan. Il l'a jetée en travers de la selle. Il est monté derrière elle et l'a serrée contre sa poitrine. Le froid glacial qui émanait de son corps était choquant. Il transperçait sa chemise de lin. Elle était un bloc de glace. Il a éperonné le cheval pour le faire avancer. Il ne pensait pas aux conséquences sociales. Il ne pensait pas au commérage. Il ne pensait qu'au feu dans sa cheminée. Et à la profonde et sombre satisfaction qu'il allait éprouver en faisant payer Nathaniel Whitmore pour cela. Rothwell Hall était une forteresse de pierres sombres et de chênes lourds. Quand Rowan a ouvert les portes d'un coup de pied, portant la mariée inconsciente dans ses bras, le silence du grand hall s'est brisé. Madame Galloway, sa gouvernante, est sortie précipitamment du salon. Elle a jeté un regard au paquet gelé de soie et de laine. Les questions se sont éteintes sur ses lèvres. C'était une femme qui comprenait les urgences. La chambre d'amis bleus a ordonné Madame Galloway à un valet surpris. Allumez le feu, apportez des briques chaudes et allez chercher le docteur Finch maintenant. Rowan a monté Geneviève par le grand escalier. Ses propres dents claquaient maintenant. Son corps réagissait à la perte de son manteau dans le blizzard. Il l'a déposé sur le lourd lit à baldaquin de la chambre d'amis. « Sortez, votre grâce », a dit Madame Galloway. Son ton ne laissait aucune place à l'autorité d'un duc. Il faut lui enlever ses vêtements mouillés immédiatement, ou le froid arrêtera son cœur. Nous devons la réchauffer lentement. Rowan s'est retourné et est sorti. Il est resté dans le couloir, laissant goûter la neige fondue sur le tapis perçant. Ses mains tremblaient. Il ne savait pas si c'était le froid ou l'adrénaline. Il est allé dans son bureau. Il s'est versé une généreuse dose de whisky écossais et l'a bu d'un trait. L'alcool lui a brûlé la gorge. Il s'en est versé une autre. 2 heures ont passé. Dehors, la tempête s'est aggravée, frappant les fenêtres à meneaux. À l'intérieur, la maison s'agitait dans un but frénétique et feutré. Des servantes montaient des bassines d'eau chaude et des piles de couvertures épaisses. Quand le docteur Finch est enfin arrivé, il ressemblait lui-même à un rat noyé. Il a passé 1 heure dans la chambre. Quand il en est sorti, il a trouvé Rowan qui attendait dans le couloir. « Elle vivra », a dit le docteur d'un air las. Mais il s'en est fallu de peu. Sa température corporelle a chuté dangereusement bas. Elle aura probablement de la fièvre pendant les prochains jours. Heureusement, les gelures à ses doigts et à ses orteils sont légères. Elle a dû continuer à bouger un certain temps avant de s'effondrer. « Et son esprit ?» a demandé Rowan. « Elle est délirante », a répondu le docteur. « Elle marmonne. Elle crie. C'est un choc pour l'organisme, votre grâce. Le traumatisme physique et le traumatisme émotionnel, quel qu'il soit, qui a conduit une mariée à être abandonnée près d'une église en plein blizzard. » Le docteur a regardé Rowan attentivement, sachant qu'il valait mieux ne pas poser de questions directes. « Merci, docteur, a dit Rowan. Madame Galloway veillera à ce que vous mangiez avant que vous n'affrontiez à nouveau la route. » Rowan a attendu que le couloir soit vide. Puis il a ouvert la lourde porte en chêne et est entré dans la chambre d'amis. La pièce était d'une chaleur étouffante. Un feu immense rugissait dans la cheminée. Geneviève était allongée au centre du lit, ensevelie sous des couches de couverture. Son visage n'était plus bleu. Il était rouge, d'une rougeur fiévreuse et anormale. Ses cheveux sombres étaient étalés sur l'oreiller, encore humides. Rowan a tiré une chaise à haut dossier près du lit et s'est assis. Pendant 2 jours, il a à peine quitté la pièce. Il ne savait pas pourquoi il restait. Il se disait que c'était pour surveiller son investissement. Elle était la clé pour enfin détruire Whitmore. Mais alors qu'il était assis là, dans les heures calmes de la nuit, écoutant sa respiration saccadée, l'excuse cynique semblait bien mince. Il écoutait ses rêves fiévreux. Elle ne pleurait pas Whitmore. Elle n'appelait pas son amour perdu. Au lieu de cela, son délire était rempli de calculs pratiques et terrifiés. Les dettes, marmonnait-elle, la tête agitée sur l'oreiller. Les créanciers, la maison de Mayfair. Ils prendront les chevaux. Père, s'il vous plaît, il a promis de payer. Elle ne pleurait pas un cœur brisé. Elle pleurait un contrat rompu.
Whitmore avait promis de sauver sa famille en échange de son titre et de sa lignée. Et il était revenu sur sa parole. Au matin du 3e jour, la fièvre est tombée. Rowan lisait un registre près de la fenêtre quand le bruissement des draps l'a fait lever les yeux. Les yeux de Geneviève étaient ouverts. Ils étaient d'un gris vif et surprenant, d'abord voilés de confusion. Puis se sont rapidement fait plus nets. Elle a regardé les lourds rideaux de velours, le feu rugissant, et enfin lui. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas tiré les couvertures sur elle en panique. Elle s'est contentée de le fixer. « Vous êtes Rowan St. James », a-t-elle dit. Sa voix était un croassement sec. On aurait dit du papier de verre. « C'est exact », a dit Rowan en fermant son registre. Il a versé un verre d'eau de la carafe sur la table et le lui a apporté. Elle a lutté pour s'asseoir. Elle était faible. Ses bras tremblaient alors qu'elle se redressait contre la tête de lit. Elle a pris le verre qu'il lui tendait. Ses doigts ont effleuré les siens. Ils étaient chauds maintenant. Elle a bu l'eau lentement, grimaçant en l'avalant dans sa gorge irritée. Elle lui a rendu le verre. « C'est Rothwell Hall », a-t-elle affirmé. « C'est bien ça. Combien de temps ? 3 jours. » Elle a fermé les yeux. Un frisson l'a parcouru, qui n'avait rien à voir avec le froid. 3 jours. Dans le monde rigide de la bonne société, une femme disparue pendant 3 jours était une femme ruinée. Une mariée disparue pendant 3 jours était un scandale qui serait imprimé dans les journaux dès le lendemain. « Il m'a laissé », a-t-elle dit doucement. Sa voix était plate, sans émotion. C'était le ton de quelqu'un qui énonce un fait mathématique brutal. Il a reçu une lettre de son avocat juste au moment où le vicaire arrivait. Il l'a lue, a pâli, m'a dit qu'il avait une affaire urgente, est monté dans sa calèche et est parti. Il a pris mon manteau par erreur. Rowan a senti une pointe de colère glaciale. Whitmore, toujours un lâche. Mes agents à Londres ont enfin resserré le filet, a dit Rowan, sa voix tout aussi plate. Whitmore est en faillite. Les compagnies maritimes sur lesquelles il comptait ont fait faillite il y a 1 semaine. La nouvelle vient de lui parvenir. Il ne pouvait plus se permettre de payer les dettes de votre père, alors il a fui, probablement en France. Geneviève a ouvert les yeux et l'a regardé. Elle a traité l'information avec une vitesse effrayante. Elle n'a pas demandé comment Rowan le savait. Tout le monde savait que le duc de Rothwell détestait Nathaniel Whitmore. « Vous l'avez ruiné », a-t-elle dit. En effet, elle a laissé échapper un rire sec et sans joie. « Et ce faisant, vous m'avez ruiné. Je vous ai sorti d'une congère, mademoiselle Winslow. Vous seriez morte sans moi. »« Morte » a-t-elle murmuré en regardant ses mains. « Peut-être que la mort serait plus simple. Les créanciers vont fondre sur la maison de mon père d'ici la fin de la semaine. Nous serons mis à la porte, et je suis complètement déshonoré. » Elle a levé les yeux vers lui, ses yeux gris brillants d'un feu défensif soudain. « Pourquoi ne m'avez-vous pas simplement laissé ou ramené chez moi ? Vous ramener chez vous aurait signifié affronter le scandale immédiatement, » a dit Rowan calmement. « Et vous laisser mourir n'était pas une option. Je suis un homme cynique, mademoiselle Winslow, mais je ne suis pas un monstre. Non, » a-t-elle dit avec amertume. « Vous n'êtes qu'un opportuniste. Vous avez la mariée ruinée de votre ennemi dans votre chambre d'amis. Quel merveilleux trophée. Quelle façon exquise de l'humilier davantage. » Rowan s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. Il la regardait attentivement. Elle était meurtrie, épuisée et terrifiée. Pourtant, elle lui tenait tête. Elle ne demandait pas la pitié. Elle exigeait d'avoir le contrôle. « Je ne collectionne pas les trophées, mademoiselle Winslow », a dit Rowan doucement. « Je propose des solutions. » Le 4e jour, la tempête était passée. Elle laissait derrière elle un monde gelé et d'une blancheur aveuglante. La lumière du soleil inondait les fenêtres du salon du matin. Elle illuminait les grains de poussière qui dansaient dans l'air. Geneviève était assise près du feu, enveloppée dans un lourd châle de laine appartenant à Madame Galloway. Elle tenait une tasse de thé. Elle n'y avait pas goûté. Elle fixait les flammes. Elle se sentait vide. La panique s'était consumée pendant la fièvre, laissant derrière elle une cendre froide et dure. Elle était ruinée. Sa famille était ruinée. La vie pour laquelle elle avait été élevée. L'été poli, la saison à Londres, le mariage stratégique, tout avait disparu. Tout s'était évaporé dans la neige, devant la chapelle Saint-Jude. Elle a entendu le bruit lourd de bottes sur le parquet. Rowan est entré dans la pièce. Il était habillé pour monter à cheval.
Il portait des bottes hautes et un manteau sombre et ajusté, qui soulignait la largeur de ses épaules. Il ne ressemblait pas au gentleman qu'elle avait l'habitude de voir dans les salons de Londres. Il ressemblait à un homme qui travaillait la terre, dur et inflexible. Il s'est assis en face d'elle, posant une pile de papier sur la petite table entre eux. « Les routes sont assez dégagées pour une calèche », a-t-il dit. « Je peux vous faire ramener au domaine de votre père dans le Yorkshire avant la tombée de la nuit. » Geneviève a resserré sa prise sur la tasse de thé. « Pourquoi faire? Les huissiers sont probablement déjà là. Mon père est un homme faible, votre grâce. Il comptait entièrement sur les promesses de Lord Whitmore. Sans elles, il s'effondrera. Je retournerai dans une maison de pleurs et de récriminations. Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment, a souligné Rowan. Les domestiques parlent, le village parle. D'ici la semaine prochaine, la rumeur atteindra Londres. Ils diront que vous vous êtes enfui avec moi. Ils diront que nous avons conspiré contre Whitmore. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, a lancé Geneviève. Une soudaine vague de colère perçant sa léthargie. Ils détruiront ma réputation de toute façon. Si je rentre, je suis la pathétique mariée abandonnée. Si je reste, je suis la femme déchue et scandaleuse. Le résultat est le même. Je n'ai plus aucune valeur dans ce monde. Rowan l'observait. Il a remarqué la fermeté de sa mâchoire, la façon dont elle ne détournait pas le regard. Elle ne s'effondrait pas. Elle évaluait le champ de bataille. « Il vous reste une chose de valeur », a dit Rowan doucement. Geneviève a froncé les sourcils. « Et qu'est-ce que c'est? » « Votre haine pour Nathaniel Whitmore. » Elle l'a regardé, surprise. « La haine n'est pas une monnaie. Elle ne paye pas le boucher. Si vous l'investissez correctement, » a répondu Rowan. Il s'est adossé à sa chaise, croisant les mains. « Parlons franchement, mademoiselle Winslow. Nous sommes tous les deux des personnes peu sentimentales. Vous avez accepté d'épouser Whitmore pour sauver votre famille. C'était une transaction commerciale. Il a rompu le contrat. Il m'a abandonné. A-t-elle corrigé? La voix tendue. Il vous a laissé pour morte, a rectifié brutalement Rowan. Il s'est débarrassé de vous parce que vous n'étiez plus un atout pratique. Il vous a humilié. Il a humilié votre famille. Geneviève a dégluti difficilement, luttant contre la soudaine montée des larmes. Elle ne pleurerait pas devant cet homme. Je suis consciente de ma situation, votre grâce. Vous n'avez pas besoin de me la décrire. Je la décris parce que je veux que vous compreniez l'alternative que je m'apprête à vous offrir, a dit Rowan. Il a pris la première feuille de la pile. C'était un parchemin épais, couvert d'une écriture juridique dense. Je veux détruire ce qui reste de Nathaniel Whitmore, a dit Rowan, sa voix baissant à un registre bas et dangereux. Je l'ai mis en faillite, oui. Mais il filera sur le continent, trouvera une veuve fortunée et se reconstruira. Il racontera comment il a été forcé de fuir, comment la famille Winslow l'a trompé. Il survivra. Rowan a fait une pause, ses yeux sombres fixés sur les siens. À moins que nous n'en fassions la risée de tous. À moins que nous ne prenions la seule chose qu'il exhibait comme son trophée et que nous l'utilisions pour le bannir à jamais de la bonne société. Le souffle de Geneviève s'est coupé. Que suggérez-vous? Épousez-moi. Les mots flottaient dans l'air, lourds et absurdes. Geneviève laissa échapper un souffle court et incrédule. Vous épousez? Vous êtes fou. Je suis tout à fait rationnel, a dit Rowan d'un ton calme. Pensez-y. Si vous rentrez chez vous, vous êtes ruiné. Si vous m'épousez, vous êtes la duchesse de Rothwell. Les dettes de votre père seront payées par mes avocats avant demain midi. Le domaine de votre famille sera en sécurité. Vous aurez plus de richesses et de statut que Whitmore n'aurait jamais pu vous offrir. Et qui gagnez-vous? A-t-elle demandé, méfiante. Les hommes comme le duc de Rothwell ne font pas la charité. La vengeance, a dit simplement Rowan. Une vengeance absolue, indéniable. Whitmore vous a laissé dans le froid. Je vous prendrai, je vous élèverai au-dessus de lui, et je vous exhiberai dans tout Londres. Il sera connu à jamais comme l'idiot qui a rejeté une duchesse. Son orgueil sera brisé, et aucune famille respectable ne fera plus jamais affaire avec lui, de peur de m'offenser. Geneviève le fixa. C'était une proposition froide et calculée. Il n'y avait aucune prétention de romance, aucun mot doux sur le sauvetage ou l'affection. C'était une alliance tactique. Vous vous lieriez à une femme que vous ne connaissez pas, simplement pour contrarier un ennemi? A-t-elle demandé. Je sais que vous avez survécu à une tempête d'hiver qui aurait tué la plupart des hommes, a dit Rowan.
Je sais que vous vous êtes réveillé d'une fièvre et que vous avez immédiatement calculé votre ruine financière au lieu de pleurer un cœur brisé. Vous êtes pragmatique, mademoiselle Winslow. J'ai besoin d'une épouse qui comprenne le devoir et le sens pratique avant les sentiments. J'ai besoin d'une duchesse qui ne bronchera pas. Je crois que vous êtes cette femme. Geneviève a baissé les yeux sur ses mains. Le bout de ses doigts était encore à vif et pelé à cause des gelures. Elle a pensé à Whitmore, assis dans sa calèche chaude, s'éloignant tandis qu'elle se tenait, gelée, près des grilles en fer. Elle a pensé à son père, arpentant son bureau en attendant les huissiers. Elle avait été élevée pour être un pion, échangée contre des dettes, rejetée quand les dettes étaient réclamées. Rowan St. James lui offrait une place sur l'échiquier. Il ne lui offrait pas l'amour, mais il lui offrait une armure. Il lui offrait une arme. Elle a levé les yeux vers lui. La lumière du feu se reflétait dans ses yeux gris, leur donnant l'aspect de l'acier forgé. « Les dettes de mon père doivent être payées en totalité », a dit Geneviève, la voix ferme. « Ma jeune sœur doit recevoir une dot, pour qu'elle ne soit jamais forcée à un mariage désespéré. » Les lèvres de Rowan se sont contractées dans ce qui aurait pu être l'ombre d'un sourire. « Entendu. »« Et je ne serai pas une prisonnière dans cette maison, » a-t-elle ajouté. « Si je dois être votre duchesse, je serai une partenaire dans cette mascarade, pas un accessoire. Je n'en attendrai pas moins, » a convenu Rowan. Il a fait glisser le parchemin sur la table avec un stylo plume en argent. « Le contrat de mariage a été rédigé ce matin. Lisez-le. S'il vous convient, signez-le. Nous partons pour Londres demain. Nous serons mariés par dispense spéciale vendredi. » Geneviève a regardé le papier. C'était la fin de la vie qu'elle connaissait, et le début de quelque chose de totalement inconnu. Elle a tendu ses doigts endoloris et en voie de guérison, et a pris le stylo. Elle n'a pas hésité. Elle a signé de son nom. Le mariage fut aussi froid que le blizzard qui les avait réunis. Il n'y avait pas d'église paroissiale en ruine, pas de voile de dentelle raidi par le gel, ni de mariés terrifiés. Ils se tenaient dans le bureau humide et caverneux d'un évêque de haut rang à Londres, entouré de boiseries en chêne sombre et de l'odeur âcre du vieux papier. Geneviève portait une robe de promenade d'un prune foncé, presque meurtrie. Rowan portait du gris anthracite. Ils ne se sont pas regardés en récitant leurs vœux. Ils ont prononcé les paroles sacrées avec le rythme sec et efficace de marchands, finalisant un manifeste d'expédition. Quand l'évêque les a déclarés mari et femme, Rowan ne l'a pas embrassé. Il a simplement hoché la tête, a signé le registre d'un trait d'encre lourd et lui a tendu le bras. Geneviève l'a pris. Ses doigts, encore sensibles et enveloppés dans de fins gants de coton, reposaient légèrement sur son avant-bras solide. Ils sont sortis dans la suie humide d'un après-midi londonien en tant que duc et duchesse de Rothwell. La maison de ville de Mayfair était une bête de pierre blanche et de fer forgé. Elle n'accueillait pas les visiteurs, elle les intimidait. À l'intérieur, c'était une machine qui fonctionnait grâce à un travail silencieux et invisible. Les valets de pied se déplaçaient comme des ombres. Les servantes détournaient les yeux. La maison était le reflet de son maître, efficace, imposante et dépourvue de chaleur. Les nouvelles chambres de Geneviève étaient vastes. Le lit était drapé d'un lourd velours cramoisi. Les tapis étaient assez épais pour étouffer le bruit de ses pas. Elle se tenait au centre de la pièce, écoutant le grondement étouffé des roues de calèche sur les pavés à l'extérieur. 2 jours. Il avait fallu 2 jours aux avocats de Rowan pour régler les dettes de son père. Le comte de Carlisle était de nouveau solvable. La dot de sa sœur était sécurisée dans une fiducie que même leur père ne pouvait toucher. Elle l'avait fait. Elle avait acheté la survie de sa famille avec sa propre vie. Elle s'est approchée du miroir au-dessus de la coiffeuse. Elle avait l'air pâle. La fièvre avait effacé la douceur de son visage, laissant derrière elle des pommettes saillantes et des cernes sous les yeux. Elle ne ressemblait pas à une jeune mariée rougissante. Elle ressemblait à une survivante. La porte communicante entre sa chambre et celle de Rowan s'est ouverte sans qu'on frappe. Rowan est entré. Il tenait une boîte rectangulaire plate, recouverte de velours noir usé. Il ne s'est pas excusé de son intrusion. Les frontières étaient une illusion dans un mariage de cette nature. « Ce soir, c'est le bal du comte de Standish », a dit Rowan. Il s'est arrêté à quelques pas derrière elle, leurs regards se croisant dans le verre argenté du miroir. Tout le monde y sera. Les rumeurs ont eu 5 jours pour s'envenimer. À présent, ils auront décidé que vous vous êtes jeté sur moi ou que j'ai orchestré votre ruine pour vous voler.
Est-ce que ça a de l'importance ce qu'ils ont décidé? A demandé Geneviève doucement. Non, mais la façon dont vous les affronterez a de l'importance. Rowan a posé la boîte sur la coiffeuse. Il a ouvert le loquet en laiton. À l'intérieur, reposant sur de la soie délavée, se trouvait un collier de diamants. Ce n'étaient pas des tailles modernes et délicates. C'étaient des pierres anciennes, lourdes et brutes, extraites un siècle plus tôt. Elles ressemblaient moins à un bijou qu'à une chaîne scintillante. Les diamants de Rothwell, a dit Rowan. Ma mère les détestait. Elle disait qu'ils ressemblaient à un nœud de pendu. Geneviève a tendu la main et a touché la plus grosse pierre. Elle était glaciale. Pourquoi voulez-vous que je les porte? Parce que la société respecte le poids, a répondu Rowan. Ils respectent l'argent et ils respectent le pouvoir. Ils veulent voir une jeune fille ruinée ce soir. Ils veulent vous voir baisser les yeux et vous excuser d'avoir survécu. Vous ne leur donnerez pas cette satisfaction. Vous porterez ces pierres. Vous porterez mon titre. Vous entrerez dans cette salle de bal et vous les ferez se sentir petits. Geneviève s'est tournée pour lui faire face. Il se tenait près d'elle. Elle pouvait sentir l'odeur du savon, de l'amidon et le léger parfum amer des cigarillos qu'il fumait dans son bureau. « Je n'ai pas peur d'eux, votre grâce », a-t-elle dit. « Rowan », a-t-il corrigé doucement. « Si nous partons en guerre ensemble, vous m'appellerez Rowan. » Il s'est approché. Il a tendu la main. Ses grandes mains étaient étonnamment douces alors qu'il soulevait le lourd collier de diamants de la boîte. « Tournez-vous ». Elle a obéi. Elle a senti le froid du métal contre sa clavicule. Puis elle a senti le frôlement de ses doigts contre sa nuque, alors qu'il fermait le lourd fermoir. Le contraste était saisissant. La morsure glaciale des diamants et la chaleur sèche de sa peau. Un étrange frisson a parcouru sa colonne vertébrale. Ce n'était pas de la peur, c'était un éveil. « Voilà », a murmuré Rowan, son souffle agitant les cheveux près de son oreille. Une armure. Geneviève s'est de nouveau regardée dans le miroir. Les diamants captaient la lumière des bougies, brillant comme des lames tirées à sa gorge. La jeune fille vide et épuisée avait disparu. La duchesse de Rothwell la regardait. « Allons-y alors », a-t-elle dit. « Qu'il regarde. » La salle de bal des Standish était une mer suffocante de soie, de parfums et de médisances chuchotées. 1000 bougies goûtaient de la cire depuis des lustres en cristal. L'air était épais de la chaleur des corps et du bourdonnement de 100 conversations simultanées. Quand le majordome a frappé son bâton contre le sol en marbre, le bourdonnement s'est éteint. « Sa grâce, le duc de Rothwell », a hurlé l'homme, sa voix résonnant dans le grand escalier. Et sa grâce, la duchesse de Rothwell. Le silence qui a suivi était absolu. Rowan a offert son bras. Geneviève l'a pris. Sa prise était ferme. Pas une prise désespérée, mais la poigne solide d'un soldat tenant un bouclier. Ils ont descendu les escaliers. Geneviève a gardé le menton haut. Elle n'a pas regardé les visages en bas. Elle a regardé droit devant elle, son visage un masque d'indifférence ennuyée. Les diamants à sa gorge captaient la lumière des lustres, projetant des arcs-en-ciel brisés sur les murs de marbre. La foule s'est écartée devant eux, comme l'eau se brise autour d'une pierre. Rowan ne souriait pas. Il dégageait une énergie calme et mortelle. C'était un homme grand, aux épaules larges et à l'air sombre. Sa réputation de destructeur financier d'hommes l'enveloppait comme une cape sombre. À ses côtés, Geneviève était un pilier de soie blanche et de glace. Ils ont atteint le bas de l'escalier. La musique, une valse étrange, a repris alors que l'orchestre se dépêchait de couvrir le silence. « Respirez » a murmuré Rowan si doucement qu'elle seule pouvait l'entendre. « Je respire » a-t-elle répondu entre ses lèvres immobiles. « Vous serrez la mâchoire. Cela vous donne un air défensif. Détendez-vous. » Elle a forcé sa mâchoire à se détendre. Il nous regarde. Qu'il regarde. Avant qu'il ne puisse atteindre le bord de la piste de danse, la foule s'est déplacée. Une femme en vert émeraude s'est mise sur leur chemin. Lady Arbuthnot. C'était une commère notoire. Une femme qui maniait sa langue comme un couteau de boucher. « Votre grâce » a minaudé Lady Arbuthnot, s'abaissant dans une révérence bien trop profonde pour être sincère. Elle a tourné son regard prédateur vers Geneviève. « Et la nouvelle duchesse, mon Dieu. Nous avons tous été très choqués par la nouvelle et la rapidité de tout cela. Je dois dire, Geneviève, ma chère, vous avez l'air remarquablement remise, surtout compte tenu du temps rigoureux que vous avez enduré la semaine dernière. » L'insinuation était claire. Elle traitait Geneviève de marchandise endommagée.
Elle sondait la blessure, cherchant le sang. Geneviève a senti une pointe de panique, un fantôme de la terreur qu'elle avait ressenti en gelant dans la neige. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour offrir un mensonge poli et détourné. La main de Rowan s'est resserrée sur la sienne, un ordre silencieux. « Tenez la ligne ». Geneviève a fermé la bouche. Elle a regardé Lady Arbuthnot. Elle a laissé son regard parcourir lentement l'horrible turban à plumes sur la tête de la femme, puis le corsage surchargé de sa robe, jusqu'à l'ourlet de ses jupes. Elle l'a fait avec l'examen clinique et détaché de quelqu'un inspectant un cheval boiteux. « Lady Arbuthnot », a dit Geneviève. Sa voix était froide, égale et totalement dépourvue de chaleur. Le temps était en effet rigoureux, mais je trouve le climat de Londres bien plus fastidieux. Il faut constamment naviguer dans les courants d'air. Lady Arbuthnot a cligné des yeux, son sourire vacillant. « Les courants d'air, votre grâce ?»« Oui, » a dit Geneviève en s'approchant légèrement. Le bruit creux et sans fin des gens qui n'ont rien de valeur à dire, mais insistent pour le dire quand même. C'est épuisant, ne trouvez-vous pas? Quelqu'un dans la foule derrière eux a étouffé un rire. Le visage de Lady Arbuthnot est devenu d'une vilaine couleur violacée. Elle a ouvert la bouche, mais n'a trouvé aucun mot. « Si vous voulez bien nous excuser », est intervenu Rowan, sa voix profonde et douce, portant une menace indubitable. « Ma femme m'a promis cette danse. » Il n'a pas attendu de réponse. Il a conduit Geneviève au-delà de la femme bredouillante et directement sur la piste de danse. Il l'a prise dans ses bras. La valse était formelle, mais la façon dont il la tenait ne l'était pas. Sa main reposait fermement sur le creux de son dos. Il la guidait à travers les pas avec une force sans effort. C'était brutal, a dit Rowan en la regardant. Ai-je dépassé les bornes? Non. Un lent et authentique sourire a touché les coins de sa bouche. Cela a complètement transformé son visage sévère, le rendant soudain douloureusement beau. C'était parfait. Elle n'osera plus jamais vous parler comme ça. Geneviève a levé les yeux vers lui. L'adrénaline battait dans ses oreilles, mais la peur avait disparu. Elle a ressenti une soudaine et féroce vague de triomphe. Elle ne se contentait pas de survivre. Elle se défendait, et il était là, avec elle. « Vous ne dansez pas », a-t-elle fait remarquer, réalisant qu'il se déplaçait avec une grâce surprenante. « Je ne danse pas pour le plaisir », a corrigé Rowan. « Je danse par stratégie. En ce moment, j'ai besoin que la moitié des hommes dans cette pièce voient que je possède quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. Et j'ai besoin que les femmes voient que vous êtes intouchables. » Il l'a fait tourner, les lourdes jupes de sa robe s'évasant. Quand elle est revenue vers lui, ils étaient poitrine contre poitrine. Pendant une fraction de seconde, la stratégie s'est estompée. Geneviève a senti le rythme dur et régulier de son cœur contre ses côtes. Elle a regardé dans ses yeux sombres et y a vu vaciller quelque chose. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la vengeance ou le statut social. C'était de la faim, brute et sans défense. La musique s'est terminée. Ils se sont écartés. Les applaudissements polis les ont submergés, mais ils semblaient lointains. L'air entre eux avait fondamentalement changé. Le contrat était signé à l'encre, mais la réalité de leur mariage était soudainement écrite dans le sang et la chaleur. 4 semaines ont passé. La saison battait son plein. Un carrousel scintillant et épuisant de dîners, de soirées au théâtre et de bals. Geneviève et Rowan s'y déplaçaient comme une unité impénétrable. La haute société, toujours inconstante, s'est vite lassée d'essayer de percer leur front uni. Le scandale de la mariée abandonnée s'est transformé en la légende de la duchesse de glace. Les hommes respectaient la richesse de Rowan. Les femmes craignaient la langue acérée de Geneviève. Ils formaient un partenariat terriblement réussi. C'était exactement ce qu'ils avaient prévu, et cela les déchirait. La maison de ville de Mayfair n'était plus une machine silencieuse. C'était une cocotte minute. Les contacts désinvoltes requis pour la consommation publique. Une main sur la taille, un regard persistant à travers une table à manger, étaient devenus un tourment en privé. Quand les portes de leur chambre séparées se fermaient la nuit, le silence était assourdissant. Geneviève se surprenait à écouter le craquement du plancher dans sa chambre. Rowan se surprenait à fixer la porte communicante, son verre de whisky se réchauffant dans sa main. Ils étaient 2 personnes pragmatiques qui avaient construit un piège parfait pour se rendre compte qu'ils étaient pris à l'intérieur. Le point de rupture est arrivé à l'exposition d'été du duc de Devonshire. C'était un événement tentaculaire organisé dans une immense serre en verre remplie d'orchidées exotiques et de fougères importées.
L'humidité était oppressante. Geneviève s'était éloignée de la foule, cherchant un moment de calme près d'un imposant étalage de vignes violettes. Elle admirait une fleur dentelée à l'aspect carnivore quand une voix derrière elle lui a glacé le sang. « Vous avez toujours été magnifique en blanc, Geneviève. » Elle est restée parfaitement immobile. Le monde semblait basculer sur son axe. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour reconnaître la voix. L'arrogance lisse et polie était indubitable. Nathaniel Whitmore. Elle s'est retournée lentement. Il se tenait à quelques pas, appuyé nonchalamment contre un pilier de pierre. Il portait un manteau bleu marine magistralement taillé. Il avait l'air prospère. Il avait l'air totalement insensible à la ruine qu'il avait causée. « Lord Whitmore », a dit Geneviève. Sa voix n'a pas tremblé. Les semaines d'entraînement avec Rowan ont tenu bon. Whitmore s'est détaché du pilier et a fait un pas vers elle. Il l'a regardée de haut en bas, un sourire narquois et prédateur sur les lèvres. « Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que vous vous remettiez si vite, ni de manière si profitable. Rothwell, de tous les gens. Comment avez-vous réussi? Avez-vous pleuré et supplié à sa porte? » L'audace de cet homme lui a coupé le souffle une fraction de seconde. Il l'avait laissé mourir de froid. Il s'était enfui comme un lâche, et le voilà qui se moquait de sa survie. « J'ai réussi, » a dit Geneviève, sa voix baissant à un murmure dangereux, en possédant la colonne vertébrale qui vous manque. Whitmore a ri, un son sec et laid. « Oh, très courageux, très impressionnant. Vous êtes une duchesse maintenant. » « Oui, mais nous connaissons tous les deux la vérité. Vous étiez mon rebut. Rothwell ne vous a prise que parce que je vous ai rejeté. Vous n'êtes qu'un pion dans sa querelle avec moi. » Il s'est approché, envahissant son espace, essayant d'utiliser sa taille pour l'intimider. « Il ne veut pas de vous, Geneviève. Il voulait juste me battre. Quand il se lassera du jeu, vous retournerez là où je vous ai laissé, seul et dans le froid. » Geneviève a levé les yeux vers lui. Elle ne voyait pas le beau lord qui avait charmé son père. Elle voyait une créature faible et pathétique. « Vous vous trompez, Nathaniel. » Une voix profonde a grondé dans l'air humide. Whitmore a sursauté, se retournant brusquement. Rowan est sorti de derrière le mur de fougères. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air entièrement calme, ce qui le rendait infiniment plus terrifiant. Ses yeux étaient fixés sur Whitmore, sombre et mort. Whitmore a fait un pas précipité en arrière, heurtant le pilier de pierre. « Rothwell, nous étions juste en train de converser. Vous parliez, » a corrigé Rowan, faisant un pas lent et mesuré en avant. Ma femme tolérait simplement le bruit. Rowan s'est placé à côté de Geneviève. Il n'a pas mis son bras autour d'elle. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence était une barrière physique. « J'ai entendu dire que vous étiez à Paris, » a dit Rowan doucement, traînant dans les tripots, à la recherche d'une veuve crédule pour financer votre prochain désastre. Whitmore a rougi, ses mains se serrant en poing. « Je reconstruis mon domaine, sans l'aide de votre vol, Rothwell. Ce n'est pas du vol quand vous me donnez les clés parce que vous êtes trop stupide pour lire un registre, » a répondu Rowan. Il a penché la tête, étudiant Whitmore comme un insecte épinglé sur une planche. « Je vous ai prévenu une fois, Nathaniel. Si jamais vous croisiez à nouveau mon chemin, je finirai le travail. Si jamais vous parlez à nouveau à ma femme, si vous la regardez ne serait-ce que de loin dans une pièce bondée, je ne vous mettrai pas en faillite. Je vous démantèlerai. Je rachèterai les dettes de tous ceux que vous connaissez. Je ferai de vous un paria si toxique que les mendiants refuseront votre argent. Comprenez-vous? » Whitmore a dégluti difficilement. La fanfaronnade avait disparu. Il regardait un homme qui détenait un pouvoir absolu et ne possédait aucune pitié. Il a fait un signe de tête saccadé et terrifié. Il s'est retourné et a pratiquement couru vers la sortie de la serre. Le silence est tombé sur la petite alcôve, rompu seulement par le goutte-à-goutte de la condensation du toit en verre. L'adrénaline a quitté Geneviève, la laissant soudainement étourdie. Ses genoux ont vacillé. Rowan a bougé instantanément. Il l'a attrapée par la taille avant qu'elle ne puisse trébucher, la tirant brusquement contre sa poitrine. Son bras était verrouillé autour d'elle, rigide comme du fer. « Ça va ?» Sa voix était rauque, la façade calme se brisant complètement. Il a baissé les yeux vers elle, ses yeux sauvages, scrutant son visage. « Vous a-t-il touché? Non. A-t-elle soufflé? » Elle a attrapé les revers de son manteau, s'ancrant à sa chaleur solide. Il a juste parlé. La mâchoire de Rowan s'est crispée. J'aurais dû lui briser le cou. J'aurais dû le tuer dans la neige ce jour-là. Rowan,
a-t-elle dit doucement. Il a cessé de parler. Il regardait sa bouche. La distance entre eux avait disparu. Le contrat, la vengeance, la société qu'ils essayaient de manipuler. Tout s'est consumé dans l'air floral et humide. Il n'a pas demandé la permission. Il a baissé la tête et sa bouche s'est écrasée sur la sienne. Ce n'était pas un baiser poli. Ce n'était pas une performance pour la haute société. C'était désespéré, brutal et furieux. C'était une revendication. Geneviève ne s'est pas reculée. Elle a émis un son doux au fond de sa gorge et l'a attiré plus près, ses mains se nouant dans ses cheveux. Elle a goûté l'amertume de sa colère et la chaleur profonde et terrifiante de son désir. Elle l'a embrassé en retour avec une férocité égale, déversant toute la peur et le triomphe du mois passé dans la collision de leurs corps. Quand ils se sont finalement séparés, ils respiraient tous les deux difficilement. Rowan a posé son front contre le sien, sa poitrine se soulevant contre son corsage de soie. « Je me fiche de la vengeance maintenant », a murmuré Rowan, sa voix rauque. « Je me fiche de Whitmore. Je ne me soucie que de vous. » Geneviève a fermé les yeux. Une seule larme s'est échappée pour tracer un chemin chaud sur sa joue. La glace avait enfin fondu, et le feu en dessous allait les consumer tous les deux. Le trajet en calèche jusqu'à Mayfair était suffocant. Le silence à l'intérieur de la cabine doublée de velours n'était plus la distance calculée de deux alliés. C'était une chose lourde et volatile. Geneviève regardait par la fenêtre les rues de Londres, floues et éclairées au gaz. Ses lèvres vibraient encore de la pression de sa bouche. Famille non. Sa poitrine était inconfortablement serrée. Elle avait passé le dernier mois à construire une forteresse autour d'elle, cimentant les briques avec pragmatisme et dépit. Rowan venait de défoncer la porte. Il était assis en face d'elle, ses longues jambes étendues, prenant trop de place. Il fixait ses propres mains gantées. Il avait l'air dangereux. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait sur un baril de poudre avec une allumette enflammée. « Je m'excuse », a finalement dit Rowan. Sa voix était un râle-bas qui s'élevait à peine au-dessus du cliquetis des roues de fer sur les pavés. Geneviève a tourné la tête. Elle l'a regardé dans la faible lumière changeante. « Pourquoi? Pour avoir fait taire un lâche ou pour avoir embrassé votre femme ?» La mâchoire de Rowan s'est tendue. « Pour avoir perdu mon sang-froid. Pour avoir enfreint les termes de notre accord. Je vous ai promis sécurité et contrôle, Geneviève. Vous attraper dans une serre publique n'était ni l'un ni l'autre. C'était un manque de jugement. » Il se retirait. Il remettait son armure, se réfugiant dans la sécurité des registres et des contrats. Geneviève a ressenti un éclair de colère soudain et vif. Pas contre lui, mais contre l'absurdité de leur situation. Ils avaient survécu à une tempête d'hiver et aux dents vicieuses de la haute société. Ils n'étaient pas des créatures fragiles qui avaient besoin d'être protégées de leur propre humanité. Jugement, a répété Geneviève. La calèche a heurté une ornière, la secouant légèrement. Elle ne s'est pas retenue. Elle a laissé l'élan la porter en avant, glissant de son siège pour s'agenouiller sur le plancher entre ses bottes. Rowan s'est raidi, ses mains se crispant sur le bord des coussins en cuir. « Qu'est-ce que vous faites? »« Je renégocie les termes, » a-t-elle dit doucement. Elle a tendu la main et a retiré les lourds gants de cuir de ses mains, les jetant sur le siège vide. Sa peau était chaude, ses articulations étaient blanches. Elle a pressé ses paumes à plat contre les siennes, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Vous ne m'avez pas brisé dans cette serre, Rowan. Vous m'avez ancré. Quand Whitmore a parlé, j'ai de nouveau senti le froid. J'ai senti la glace à l'extérieur de cette chapelle. Mais quand vous m'avez touché, elle a dégluti difficilement, forçant les mots à sortir. On ne lui avait jamais appris à parler de désir. Les femmes de sa classe apprenaient à endurer, à gérer, à tolérer. Quand vous m'avez touché, le froid avait disparu. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux l'homme qui vient de menacer de démanteler un lord pour protéger sa femme. » Rowan a baissé les yeux vers elle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans une respiration courte et saccadée. Le duc de Rothwell, cynique et intouchable, semblait complètement défait. « Geneviève » a-t-il murmuré, sa voix se brisant. « J'ai passé 4 ans nourri par rien d'autre que la haine. C'est une chose toxique et laide. Elle brûle fort, mais ne laisse que des cendres. Je ne sais pas comment être doux. Je ne sais pas comment être un mari autrement que de nom. Je ne demande pas de douceur, a-t-elle dit. Elle s'est penchée, pressant sa joue contre la laine rugueuse de son manteau, sentant le rythme frénétique et martelant de son cœur contre son oreille. Je vous demande, vous, tout entier.
La colère, la loyauté, la chaleur. Nous avons forgé ce mariage dans la glace. Laissons-le brûler. Rowan a laissé échapper un son qui était à moitié un grognement, à moitié une reddition. Il a glissé du siège, tombant à genoux sur le plancher dans l'espace exigu. Il a encadré son visage de ses grandes mains calleuses, ses pouces traçant la ligne nette de ses pommettes. Il l'a embrassé à nouveau. Il n'y avait aucune hésitation cette fois. La stratégie était morte. Le contrat était nul et non avenu. Il n'y avait que la réalité désespérée et brutale de deux survivants se reconnaissant dans le noir. Quand la calèche s'est finalement arrêtée devant la maison de Mayfair, le valet a ouvert la porte pour trouver le duc et la duchesse assis de part et d'autre de la cabine. Mais leur respiration était courte, leurs vêtements étaient froissés, et l'air entre eux crépitait d'un courant électrique et indéniable. Cette nuit-là, la porte communicante entre leurs chambres est restée ouverte. Aucun mot n'a été prononcé dans le noir. Il n'y a eu que le bruissement de la soie lourde tombant au sol, le glissement du lin, et le poids profond et rassurant des corps se pressant l'un contre l'autre. Geneviève a appris la carte de ses cicatrices, la ligne dentelée sur son épaule d'un accident de chasse, les callosités rugueuses sur ses mains, dues à des années de travail manuel obstiné sur ses domaines. Rowan a appris la force féroce et exigeante de sa prise. La façon dont elle n'acceptait pas seulement son contact, mais le défiait, le rencontrait, se l'appropriait. C'était une reconquête. Whitmore avait essayé de faire d'elle une victime. Rowan a fait d'elle une victorieuse. Ils se sont réveillés enchevêtrés dans le lourd velours cramoisi, la lumière grise d'un matin londonien filtrant à travers les rideaux. Rowan était déjà réveillé, allongé sur le dos, son bras enroulé fermement autour de sa taille, l'ancrant à son côté. Geneviève a posé son menton sur sa poitrine, traçant la ligne de sa clavicule avec son doigt. « Vous pensez ?» a-t-elle murmuré, sentant la tension vibrer à travers ses muscles. « Je calcule », a corrigé Rowan doucement. « Calculez quoi ?» Il a tourné la tête, ses yeux sombres rencontrant les siens. « À quelle vitesse je peux finir de ruiner Nathaniel Whitmore, pour que nous puissions enfin quitter cette ville et rentrer à la maison. » À la maison? Il voulait dire le Yorkshire. Il voulait dire les landes sombres et la pierre sombre de Rothwell Hall. Geneviève a ressenti une douleur soudaine et féroce dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, le mot ne sonnait pas comme une prison. Il sonnait comme une promesse. Nathaniel Whitmore était un homme entièrement composé de dettes et de vanité. Quand Rowan lui a enlevé son argent, la vanité s'est fracturée. Quand Rowan l'a menacé à l'exposition de Devonshire, la vanité s'est complètement brisée, laissant derrière elle le désespoir primal et l'aide d'un rat acculé. Whitmore devait de l'argent à des hommes qui n'opéraient pas dans les salons. Il devait de l'argent à des hommes qui opéraient dans les ruelles sombres et ensanglantées de Cheapside, des hommes qui brisaient des genoux avant de briser des contrats. Il avait besoin de 30 000 livres avant la fin du mois, où il serait retiré de la Tamise en morceaux. Il savait que Rowan St. James ne céderait jamais. Le duc était un mur de fer, mais Whitmore pensait connaître Geneviève. Il se souvenait de la jeune fille calme et obéissante qui s'était assise dans le salon de son père, hochant la tête en signe d'accord à ses vantardises. Il pensait qu'elle était un maillon faible. Il pensait qu'elle pouvait être brisée. Il a choisi un mardi après-midi. Rowan était au Parlement pour débattre d'un projet de loi tarifaire crucial qui l'occuperait jusqu'au soir. Geneviève avait demandé au cocher de l'emmener chez une modiste sur Bond Street. Elle inspectait un rouleau de velours d'hiver épais quand elle a senti les poils de sa nuque se hérisser. Elle s'est retournée lentement. Whitmore se tenait près de la porte de la boutique. Il avait l'air terrible. Le manteau taillé était le même, mais l'homme à l'intérieur s'effilochait. Ses yeux étaient injectés de sang, parcourant nerveusement la pièce. Il sentait le brandy rassis et la peur. La modiste, une femme perspicace qui connaissait les visages de l'aristocratie, a jeté un coup d'œil à la tension dans la pièce et a discrètement disparu dans l'arrière-boutique. « Geneviève » a dit Whitmore. Il s'est avancé. Sa voix manquait de son poli habituel. Elle était rauque et mince. Geneviève n'a pas cherché son réticule. Elle n'a pas cherché son valet de pied, qui attendait près de la calèche à l'extérieur. Elle est simplement restée sur ses positions, les mains calmement croisées devant elle. « Lord Whitmore » a-t-elle dit. Sa voix était plate. « Vous violez l'avertissement que mon mari vous a donné. Vous êtes un homme très stupide. Votre mari n'est pas là. » a ricané Whitmore, bien que le tremblement de ses mains le trahisse.
Il a fouillé dans la poche de son manteau et en a sorti un petit paquet de lettres attachées. « J'ai besoin de 30 000 livres, Geneviève, avant vendredi. Et vous allez me les obtenir sur les comptes de Rothwell. » Geneviève a regardé les lettres, puis son visage. Elle a ressenti une profonde et épuisante vague de pitié. C'était un spectacle pathétique. « Ou quoi? Où je les emmène aux journaux ?» a dit Whitmore en tapotant les lettres contre sa paume. « Elles sont fausses, bien sûr, mais ce sont de très bonnes contrefaçons. Elles détaillent une liaison sordide et passionnée entre vous et Rothwell, antérieure à notre mariage. Elles suggèrent que vous avez conspiré avec le duc pour m'humilier, pour simuler l'abandon à l'église afin de vous enfuir avec son argent. Geneviève n'a pas scié. Personne ne croira ça. Ils se ficheront de savoir si c'est vrai, a rétorqué Whitmore, sa voix montant de panique. La haute société adore les scandales. Ils adorent les femmes déchues. Si elles sont imprimées, votre réputation sera réduite en cendres. Vous serez une paria. Jed Rothwell, son orgueil ne supportera pas la moquerie d'être traité de cocu ou de conspirateur. Il vous rejettera. Il ne vous a prise que pour me contrarier. Si vous devenez un handicap, il vous jettera au loup. Il s'est approché, l'odeur d'alcool aigre l'envahissant. 30 000 livres, Geneviève. Ce n'est rien pour lui, mais c'est votre vie. Apportez-les à l'auberge du Cygne Noir d'ici jeudi soir, où je réduis votre nouvelle vie en cendres. Geneviève l'a regardé. Elle a pensé à la jeune fille terrifiée, gelant dans la neige devant Saint-Jude. Elle a pensé à la fièvre, à la panique, à la certitude absolue que sa vie était finie. Elle a regardé Whitmore et a réalisé quelque chose de profond. Elle n'avait plus peur du froid. Elle était le froid. Elle a tendu la main et a arraché le paquet de lettres de sa main. Son mouvement a été si rapide, si précis, que Whitmore n'a même pas tressailli avant qu'elle ne les ait. « Hey !» a-t-il aboyé en se jetant en avant. Geneviève a reculé, laissant tomber les lettres sur le sol. Elle a levé sa botte et a écrasé son talon sur le parchemin, le cuir dur raclant violemment le plancher en bois. « Imprimez-les !» a-t-elle dit, sa voix tombant à un calme mortel et terrifiant. Whitmore s'est figé. « Quoi? Apportez vos faux aux imprimeurs. Criez-le dans les rues. Dites-leur que je suis une manipulatrice. Dites-leur ce que vous voulez. » Geneviève s'est approchée de lui, envahissant son espace, tout comme il l'avait fait avec elle à l'exposition. Mais elle ne bluffait pas. « Croyez-vous vraiment que je me soucie des murmures d'une société qui m'a regardé geler et n'a rien fait? Pensez-vous que le duc de Rothwell, un homme qui met en faillite des lords avant le petit déjeuner, craint un morceau de papier? » Whitmore la fixait, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans un son. Laura avait heurté un mur d'acier. « Vous pensiez menacer une mariée effrayée », a murmuré Geneviève, ses yeux gris fixés sur les siens, durs et impitoyables. « Mais cette fille est morte dans la neige, Nathaniel. Vous l'y avez laissée. Je suis la duchesse de Rothwell, et vous allez pourrir. » La porte de la boutique a carillonné bruyamment, s'ouvrant violemment et heurtant le mur avec un claquement sec, comme un coup de pistolet. Rowan se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait encore son manteau parlementaire, sa cravate légèrement desserrée. Il respirait fort, comme s'il avait couru depuis Westminster. Son valet de pied avait clairement envoyé un message dès que Whitmore s'était approché de la boutique. Les yeux de Rowan sont passés de Geneviève aux lettres écrasées sous sa botte, et enfin à Whitmore. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Rowan n'a pas crié. Il ne s'est pas précipité en avant. Il a marché lentement, ses lourdes bottes résonnant comme un glas sur le plancher. Whitmore a reculé en se débattant, trébuchant sur un tabouret en velours et s'écrasant au sol. Il a rampé en arrière comme un crabe jusqu'à ce que son dos heurte le comptoir. « Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. » « Je le jure devant Dieu, Rothwell. » Rowan s'est arrêté à 1 mètre de lui. Il a regardé l'homme pathétique et gémissant. La haine qui avait alimenté Rowan pendant 4 ans a flambé, chaude et aveuglante. Ce serait si facile. Un mot à ses avocats, un pot de vin à un magistrat, quelques hommes des quais. Il pourrait effacer Nathaniel Whitmore de la surface de la terre. Ce serait justice pour son frère. Ce serait justice pour Geneviève. Il a levé la main. Rowan. La voix de Geneviève était calme. Ce n'était pas une supplication. C'était un ordre. Rowan s'est arrêté. Il a légèrement tourné la tête. Elle se tenait droite, indemne, inébranlable. Elle ne regardait pas Whitmore. Elle le regardait, lui. « Il est déjà mort, Rowan », a-t-elle dit doucement. « Les collecteurs de dettes l'auront d'ici vendredi.
Laissez-le au loup qui l'a courtisé. Il ne vaut pas votre sang. Il ne vaut pas notre temps. Rowan a regardé à nouveau Whitmore. L'homme pleurait ouvertement maintenant, un flot pathétique d'excuses et de justifications sortant de sa bouche. C'était un spectacle répugnant. Le grand ennemi, l'architecte de la ruine de son frère, n'était qu'une coquille vide. La soif de vengeance, qui avait été une douleur sèche et brûlante dans la gorge de Rowan pendant des années, a soudainement disparu. Elle s'est évaporée, laissant derrière elle une clarté profonde et surprenante. Geneviève avait raison. Tuer Whitmore ne ramènerait pas son frère. Cela ne ferait que lier Rowan à ce misérable pour toujours. Rowan a baissé la main. « Si vous n'êtes pas hors de Londres avant la tombée de la nuit, » a dit Rowan, sa voix totalement dépourvue d'émotion, « je ne vous tuerai pas. Je laisserai les hommes à qui vous devez de l'argent vous trouver, et je les paierai le double pour vous garder en vie le plus longtemps possible. » Whitmore s'est relevé en se débattant, glissant sur le sol poli. Il n'a pas regardé en arrière. Il s'est précipité par la porte, s'élançant dans la rue bondée, courant pour sa vie. Le silence est tombé sur la boutique. Rowan s'est tourné vers Geneviève. Il a regardé les lettres écrasées sur le sol. Il a regardé la détermination féroce et inflexible de sa mâchoire. « Il vous a menacé », a dit Rowan doucement. Il a essayé, a corrigé Geneviève. Elle a quitté les lettres et s'est dirigée vers lui. « Ça n'a pas marché. Je vous l'ai dit, Rowan. Je n'ai pas besoin que vous soyez mon bouclier contre le monde. Je suis ma propre armure. » Rowan a laissé échapper un long souffle rauque. Il a tendu la main et l'a prise dans ses bras, enfouissant son visage dans le creux de son cou. Il a senti le léger parfum de lavande et l'odeur métallique et âcre de l'adrénaline. « Je sais, » a-t-il murmuré contre sa peau. « Je sais que vous l'êtes. » La haute société s'attendait à une explosion. Il s'attendait à ce que la querelle entre le duc de Rothwell et Lord Whitmore se termine par un duel à l'aube, un procès scandaleux ou une ruine publique sanglante. Au lieu de cela, rien ne s'est passé. Nathaniel Whitmore a disparu dans le ventre d'un cargo à destination des Antilles, fuyant ses créanciers au milieu de la nuit. On ne l'a plus jamais revu dans la bonne société. Il est devenu un fantôme. Une histoire édifiante chuchotée dans les clubs de gentlemen et les tripots. Rowan ne l'a pas poursuivi. Il n'a pas racheté la dette du navire, ni envoyé d'agents pour le traquer. Il l'a simplement laissé partir. C'était un choix qui a déconcerté ses pairs et frustré les commères. Le duc impitoyable de Rothwell avait la gorge de son ennemi sous sa botte, et il s'est simplement éloigné. Il ne comprenait pas que le duc avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. Il avait trouvé la paix. 2 semaines plus tard, une lourde calèche de voyage a remonté la longue allée sinueuse de Rothwell Hall dans le Yorkshire. L'hiver sombre et brutal s'était enfin retiré. Les congères avaient fondu en torrents impétueux, et les landes déchiquetées s'adoucissaient avec les premières taches tenaces de bruyère verte. Rowan est sorti le premier de la calèche. Il n'a pas attendu le valet de pied. Il s'est retourné et a offert sa main. Geneviève l'a prise, descendant sur la cour de gravier. Elle a pris une profonde inspiration. L'air ici était vif, pur et totalement dépourvu de la suie et des commérages suffocants de Londres. Il sentait la terre humide et la possibilité. Madame Galloway se tenait sur la plus haute marche, flanquée du personnel de la maison. Son visage sévère s'est fendu d'un sourire rare et sincère alors qu'elle faisait la révérence. « Bienvenue chez vous, vos grâces. »« Merci, Madame Galloway, » a dit chaleureusement Geneviève. « C'est très bon d'être de retour. » Rowan n'a pas lâché sa main alors qu'il montait les marches et entrait dans le grand hall. La maison n'était plus une forteresse sombre. Les lourds rideaux étaient tirés, laissant la pâle lumière du printemps inonder les boiseries en chêne. Les feux dans les cheminées étaient vifs et accueillants plutôt que désespérés et nécessaires. « J'ai des papiers à signer dans le bureau », a dit Rowan, jetant un coup d'œil à la pile de correspondances qui attendait sur le plateau d'argent. Il a regardé Geneviève, son pouce traçant des cercles sur le dos de sa main. « Voulez-vous vous joindre à moi? Je trouve que j'ai peu d'intérêt à examiner les registres du domaine sans ma partenaire. » Geneviève a souri. C'était un vrai sourire, un de ceux qui atteignaient ses yeux gris et adoucissait les angles vifs de son visage. « Je vous rejoindrai sous peu. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. » Rowan a hoché la tête, portant ses doigts à ses lèvres pour un bref et chaleureux baiser avant de se diriger vers son bureau. Geneviève s'est retournée et a monté le grand escalier. Elle n'est pas allée à la suite principale.
Elle a marché le long du long couloir jusqu'à ce qu'elle atteigne la chambre d'amis bleus. Elle a ouvert la porte. La pièce était impeccable, dépoussiérée et silencieuse. Le lourd lit à baldaquin était fait de draps impeccables. La cheminée était froide. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, se souvenant de la chaleur terrifiante de la fièvre, de l'odeur de la maladie et de la certitude absolue de sa propre ruine. Elle s'est souvenue de s'être réveillée et d'avoir vu l'homme sombre et cynique assis sur la chaise près de la fenêtre. Elle avait été un pion abandonné dans la neige. Il avait été un prédateur, en quête de vengeance. Ils s'étaient utilisés l'un l'autre. Ils avaient forgé une arme à partir d'un mariage de convenance pour riposter à un monde qui leur avait fait du tort. Mais quelque part dans les tirs croisés, l'arme s'était brisée, et ils s'étaient retrouvés avec rien d'autre que l'un l'autre. Geneviève s'est approchée de la fenêtre et a regardé les landes vallonnées. Les ruines de la chapelle Saint-Jude étaient visibles au loin, une tache grise sur les collines verdoyantes. Elle ne détestait plus la chapelle. Elle ne craignait plus le froid. Elle a fermé la porte de la chambre d'amis, laissant les fantômes du passé derrière elle dans la pièce silencieuse. Elle a descendu le couloir, ses pas légers et déterminés, se dirigeant vers le bureau. Elle allait aider son mari à gérer un empire. Elle allait construire une vie selon ses propres termes. Elle était Geneviève St. James, la duchesse de Rothwell. On l'avait laissée mourir dans le froid, mais elle avait choisi de brûler à la place. Et elle avait entraîné le diable lui-même dans le feu avec elle. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ses ennemis. C'est de construire une belle vie qu'ils ne pourront jamais toucher. Rowan et Geneviève ont prouvé que la survie est une arme, mais que l'amour est la victoire ultime. Leur mariage de convenance forgé dans la glace a fini par réduire en cendres la société même qui avait tenté de les ruiner. Si vous avez aimé ce récit profond et courageux de vengeance, de résilience et d'amour inattendu, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel a été votre moment préféré. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec vos amis amateurs de fiction historique et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires épiques. À la prochaine.